L'histoire commence lorsque notre protagoniste, Light, fait ses adieux à sa famille. Son objectif est de devenir un grand aventurier afin que sa famille puisse vivre confortablement. Light arrive dans la grande ville, où il est immédiatement victime de discrimination simplement parce qu'il est humain. Il se rend à la guilde pour s'inscrire en tant qu'aventurier et se voit attribuer le rang F, car c'est sa première fois. La greffière lui demande s'il a un don, et Light lui explique avec enthousiasme qu'il en a un, appelé « Gacha illimité ». La jeune fille lui demande de le décrire, car elle n'en a jamais entendu parler, mais Light pense qu'il serait plus facile de le lui montrer. Light sort son gacha et, après avoir appuyé dessus, une carte apparaît. Light est très fier lorsqu'il explique qu'il peut invoquer tout ce qui se trouve sur la carte, mais cette carte n'est qu'une fourchette tordue inutile et sans intérêt. Light lui assure que celle-ci était un raté, alors il recommence, mais cela ne produit que des objets encore plus inutiles, comme une pomme pourrie et du pain moisi. Light dit que ce n'est généralement pas aussi mauvais, mais elle s'en moque et lui donne sa carte de rang F. Light est impatient de commencer son premier travail, alors l'employé le dirige vers le tableau d'affichage. Malheureusement, Light ne sait pas lire, mais dans ce monde, c'est assez courant car le taux d'alphabétisation des humains est très faible. Heureusement, l'employé l'aide et lui donne une liste de travaux. Ils sont assez bas de gamme, donc il ne paie pas très bien, mais Light est un travailleur acharné et il est impatient de se mettre au travail. Light enchaîne alors plusieurs emplois tout au long de la journée et se retrouve épuisé. Il est également un peu déçu, car une journée entière de travail ne lui a rapporté que suffisamment d'argent pour passer une nuit à l'auberge. Cela ne pose toutefois pas trop de problème à notre héros, car Light se dit qu'il se contentera de trouver quelque chose de comestible dans son gacha. À ce moment-là, des hommes bêtes le bousculent et lui reprochent d'avoir sali leurs vêtements. Les voyous lui volent tout son argent, mais affirment qu'ils l'utiliseront pour payer la facture de blanchisserie. Light leur demande désespérément de le lui rendre, car il ne pourra plus se permettre de passer la nuit à l'auberge, mais les hommes bêtes s'en moquent. L'un d'eux donne un coup de pied à Light en lui disant d'aller dormir dans une porcherie, puis ils s'en vont. Personne autour d'eux n'aide Light, et pire encore, ils le traitent même de « déchet humain ». À ce moment-là, une fille l'aide à se relever, mais Light voit qu'elle est une elfe et il est surpris. Il s'excuse désespérément de l'avoir touchée, mais la fille assure à Light qu'elle ne lui fera pas de mal. Light ne comprend pas pourquoi une elfe serait gentille avec un humain comme lui, et la fille le serre même dans ses bras. Les spectateurs sont dégoûtés de voir une elfe toucher un humain, et Light est complètement sous le choc. Cette elfe s'est sali les genoux juste pour le serrer dans ses bras, alors il se demande s'il est en train de rêver. La jeune fille lui assure que non, et les autres membres de son groupe se présentent. Ils expliquent qu'ils appartiennent à la Concorde des tribus. C'est le nom de leur groupe qui représente les 9 races créées par la déesse. Le membre de la race des bêtes se présente sous le nom de Garu, et l'elfe s'appelle Sacha. Il y a aussi Diablo, le démon, et Abero, le membre de la race des Oni. Le dragon s'appelle Drago. Il y a ensuite Nanu, le nain, Sion, l'elfe noir, et Centaure, le centaure. Cela fait 8 membres, et le groupe révèle qu'il ne leur manque plus qu'un humain pour compléter les 9 races. Light est sans voix, alors il lui explique que leur objectif en tant que groupe est noble. Ils veulent mettre fin à la discrimination raciale et créer un monde équitable pour tous. Ils expliquent qu'ils veulent que Light se joigne à eux, mais Light n'en croit pas ses oreilles. Leur chef lui assure qu'ils sont très sérieux et qu'ils veulent vraiment qu'il les rejoigne, alors Light accepte avec joie. Peu après, Light se retrouve attaqué par des serpents géants et doit être secouru par Drago. Un autre monstre manque de le surprendre, mais Sacha est là pour le terrasser. Elle avertit Light d'être plus prudent et lui rappelle qu'il se trouve dans le donjon le plus grand et le plus difficile au monde, appelé l'abîme. Si quelque chose l'atteint ici, il ne survivra pas. Light s'excuse, alors Sacha lui explique qu'elle s'inquiète simplement pour lui et vérifie qu'il n'est pas blessé. Light fait partie du groupe depuis un certain temps déjà, alors les autres taquinent Sacha en lui disant qu'elle le dorlote comme toujours. Il l'embarrasse ensuite en lui disant qu'elle ne peut s'empêcher de se comporter ainsi avec Light parce que tout son sang afflue à ses joues lorsqu'elle est près de lui. Sacha tente de leur expliquer qu'elle ne veut simplement pas que l'image de leur groupe soit ruinée par la perte d'un membre, mais les autres ne la croient pas. Light se sent assez inutile en ce moment, mais Drago lui dit de ne pas s'inquiéter. Il lui dit qu'il adore le thé que Light leur prépare, et qu'il en fait déjà assez. Light est soulagé d'entendre cela, et le groupe poursuit sa quête. Ils arrivent dans une zone qui ne comporte qu'une seule sortie, et Drago décide que c'est l'endroit idéal. Light suppose qu'il est temps de faire une pause, alors il annonce joyeusement à tout le monde qu'il va préparer son célèbre thé pour qu'ils puissent tous le boire. Il dit que cela ne prendra qu'une minute, mais Drago le fait soudainement taire et déclare que Light est banni du groupe. Light reste sans voix, alors Drago répète ce qu'il a dit. Light est toujours complètement désorienté, alors Garu lui dit simplement qu'il est expulsé du groupe. L'attitude de tout le monde a complètement changé, ils sont tous désagréables, et Garu lui dit qu'il ne leur est plus d'aucune utilité. Même Sacha le traite d'enfant stupide et dit qu'il l'a toujours agacé. Il se demande même si son incompétence est due à un manque de cellules cérébrales ou si c'est simplement une caractéristique des humains.
Ils montrent tous leur vrai visage sans retenue et révèlent qu'ils détestent les déchets humains comme lui. Light espère désespérément qu'ils lui font une blague, mais il lui assure qu'ils ne sont pas descendus jusqu'au fond de l'abîme juste pour plaisanter. Light fait remarquer qu'ils étaient gentils avec lui avant, mais il révèle que c'était juste pour qu'ils rejoignent leur groupe. Ça n'a aucun sens, alors Drago explique que tout ce plan a été mis en place à cause du don de Light. Ça rend les choses encore plus confuses pour Light, car son gacha illimité n'a rien de spécial. Drago révèle que leur supérieur surveillait Light à cause de son étrange don, car il soupçonnait qu'il pouvait être ce qu'on appelle un maestro. La seule raison pour laquelle ils l'ont invité à rejoindre la concorde des tribus était pour pouvoir le surveiller de près. Light leur rappelle que son gacha illimité est un don sans valeur, car il ne lui permet d'invoquer qu'un tas de bric-à-brac, mais cela leur est égal. Ils savent que son don est nul et que ses statistiques sont encore pires. C'est pourquoi les supérieurs ont déterminé que Light ne pouvait pas être le maestro, ce qui signifie qu'il n'est plus qu'un poids mort désormais. Les autres auraient préféré que les supérieurs prennent cette décision plus tôt, car ils détestaient devoir faire semblant de l'aimer tout ce temps. Light ne sait rien de ses supérieurs ni du maestro, mais Drago dit qu'il en a assez entendu. Cela n'a de toute façon aucune importance, car Drago déclare qu'il est temps de terminer le travail. Light n'a jamais été aussi horrifié qu'il ne l'est lorsqu'il réalise qu'il n'est pas seulement expulsé du groupe. Terminer le travail signifie qu'ils vont mettre fin à sa vie. Il est temps de commencer, alors Garou l'attaque et lui lacère le visage. Le corps entier de Light tremble alors qu'il prend conscience de la sombre réalité de la situation, et il s'enfuit pour sauver sa vie. Mais c'est inutile, car le groupe lui dit qu'il n'a nulle part où aller. Il n'aurait aucune chance contre un seul monstre de l'abîme, alors il lui suggère de les laisser simplement lui ôter la vie. Sacha n'a même pas l'intention de lui donner une chance de s'échapper et lui tire une flèche dans la jambe. Garou exprime à quel point il aime chasser les humains, et Sion acquiesce en disant que leurs cris sont comme une musique à ses oreilles. Garou continue de le frapper en donnant des coups de pied à Light, mais Drago dit que cela suffit. Garou veut s'amuser encore un peu, mais Sacha lui rappelle qu'ils doivent s'en tenir au plan. Leur couverture sera qu'un monstre de l'abîme à éliminer Light, ils ne peuvent donc pas lui laisser de marque qui contredirait cela. Garou est prêt à faire les honneurs et dit à Light qu'il a été un punching ball divertissant, il va donc l'exécuter rapidement. Light rampe désespérément pour s'éloigner et se demande pourquoi les choses ont dû se terminer ainsi. Le désespoir de Light atteint son paroxysme, alors il crie qu'il veut vivre, et il déclenche par hasard un piège de téléportation. Drago dit de toute urgence à Garou de ne pas laisser Light s'échapper, mais il est trop tard. Quelques instants plus tard, Light se retrouve dans une autre partie du donjon. Cependant, cela ne lui apporte aucun soulagement, car cela ne change pas grand-chose. Son corps est gravement blessé et il est certain que sa vie prendra fin dès qu'un des monstres de l'abîme le trouvera. Light ne peut s'empêcher de penser à sa famille et se demande ce qui a bien pu mal tourner. Les aventuriers étaient si gentils avec lui, et il pensait qu'ils se rapprochaient après avoir passé tant de temps ensemble. Bien sûr, la réalité est qu'ils l'ont trahi de la pire des façons. Leur amitié n'était qu'une comédie, et ils prenaient en fait plaisir à le tourmenter. Ils étaient tous impatients de le voir éliminé, et ils étaient prêts à le faire avec le sourire aux lèvres. La tristesse de Light s'est rapidement transformée en rage, car il déteste désormais chaque membre de ce groupe et jure de mettre fin à leur vie. Cette colère le motive et sa soif de vengeance refuse de laisser sa vie s'arrêter là. Il jure de leur faire payer et de leur arracher les tripes. Mais les choses prennent une tournure encore plus sombre lorsqu'un monstre apparaît, et Light est choqué de voir qu'il est de niveau 1000. Cela devrait être impossible, et c'est le genre de monstre dont on n'entend parler que dans les contes populaires. Light réalise alors la réalité effrayante, il a été téléporté dans les profondeurs de l'abîme. Il n'y a plus d'espoir alors que la bête s'approche de lui, mais Light refuse de mourir avant d'avoir pris sa revanche. Tout ce dont Light dispose pour tenter de riposter, c'est son gacha illimité, alors il l'utilise. Light active son gacha illimité à plusieurs reprises, tirant carte après carte. La plupart sont encore des objets sans valeur, comme un couteau rouillé et une pomme pourrie, mais Light refuse d'abandonner. Il doit éliminer ceux qui l'ont trahi à tout prix et retourner auprès de la famille qu'il aime. Heureusement, les efforts de Light portent leurs fruits et son gacha brille d'une intensité incroyable comme jamais auparavant. La bête passe à l'attaque, mais il est trop tard, car le gacha de Light a créé une nouvelle carte. Une voix déclare qu'elle ne laissera rien blesser son maître, et une fille apparaît, détruisant complètement la bête de niveau 1000. Cette fille puissante nettoie le désordre qu'elle a causé et s'incline de manière surprenante devant Light. Elle le soigne et s'excuse immédiatement pour cela. Elle dit qu'elle ne pouvait supporter de voir son beau visage et sa belle peau nacrée marquée par d'horribles blessures. Light est stupéfait de l'entendre parler ainsi de lui et encore plus surpris de réaliser qu'elle a guéri toutes ses blessures. La fille lui demande d'utiliser sa belle voix pour dire son nom, alors Light se présente. La jeune fille l'appelle Maître Light et déclare qu'elle vivra à son service. C'est le code d'honneur des servantes, et elle lui promet une loyauté absolue. Après ce discours, Light aimerait savoir qui elle est, alors elle se présente sous le nom de Mei. On l'appelle la servante éternelle, et elle est de niveau 9999. Mais le plus surprenant, c'est qu'elle est une carte super ultra rare issue du gacha illimité de Light.
Cette fille ne veut parler que de sa loyauté, affirmant qu'elle restera liée à Light même au-delà de la mort. Light a toutefois besoin de plus de réponses, alors il tente d'expliquer que son gacha illimité n'a pratiquement aucune valeur et qu'il est impossible qu'une personne aussi incroyable qu'elle puisse en être issue. Mei explique qu'elle possède une capacité d'évaluation qu'elle peut utiliser pour vérifier le gacha illimité de Light, mais qu'elle est une servante humble et qu'elle ne l'utilisera que si on lui en donne la permission. Light la laisse faire, et Mei est stupéfaite par ce qu'elle découvre. Elle explique que les capacités de Light sont cachées sous une épaisse couche de quelque chose appelé Conseal, et qu'il est impossible pour quiconque n'étant pas à son niveau d'en voir les détails. Mei révèle alors que le gacha illimité de Light est loin d'être sans valeur. Il peut être utilisé un nombre infini de fois, et les chances et la rareté des cartes qu'il produit varient en fonction de la densité de mana environnante. Les raretés, en partant du haut, sont les suivantes: extra, super ultra rare, triple S rare, double S rare, normal et erreur. Light est un peu perplexe au sujet du mana, alors elle explique que le mana est quelque chose qui circule partout dans le monde. Cependant, sa densité est la plus faible à la surface, ce qui signifie que les chances qu'une carte super ultra rare comme Mei apparaisse sont proches de zéro. Mais ici, dans le donjon, c'est une autre histoire. Il se trouve actuellement dans la partie la plus profonde du donjon, où le mana est omniprésent. Cela signifie que Light a beaucoup plus de chances d'obtenir une carte rare ici. Mei n'a aucune idée de ce qui s'est passé auparavant, elle admire donc le courage de Light qui a voyagé jusqu'au fond du donjon uniquement pour exploiter tout le potentiel de son gacha illimité. Light n'est pas un menteur, cependant, et il révèle qu'il n'aurait jamais pu affronter l'abîme seul. Il explique qu'il a été trahi, et que son ancien groupe l'a poignardé et lui a tiré dessus avec des flèches. Light pleure, submergé par l'émotion causée par cette trahison, mais sa rage revient également. Il veut leur faire payer à tous et jure de ne pas se reposer tant qu'ils n'auront pas reçu ce qu'ils méritent. À ce moment-là, Mei l'embrasse et s'excuse de lui avoir fait subir tant de souffrances. Elle lui dit cependant de ne pas s'inquiéter, car grâce à son pouvoir, il sera facile de faire tomber le châtiment divin sur ses ennemis. Mei supplie alors Light de lui donner l'ordre de traquer les païens perfides et de lui rapporter leur tête sur des pics. Light hésite pour une raison quelconque, alors il recule. Mei suppose que c'est parce que Light est trop gentil, alors elle lui dit que ses ennemis ne méritent pas sa pitié. Light répond que ce n'est pas le problème. Il a fait confiance à ces gens et s'est fait duper. Il a ensuite failli perdre la vie après avoir été roué de coups et envoyé au fond de l'abîme. La cause profonde de tout cela est sa faiblesse, alors Light a décidé qu'il devait devenir plus fort. Light reconnaît que cela pourrait être impossible pour un humain comme lui, mais il veut se venger de ses propres mains. Light se demande si Mei pense qu'il se fait des illusions, mais elle répond qu'elle ne penserait jamais cela de lui. Au contraire, elle déclare que son souhait est aussi le sien, et que s'il veut se venger personnellement, c'est son devoir de l'aider. Mei dit qu'elle croit en son potentiel plus que tout, alors Light remercie sa fidèle servante. Cela étant réglé, Light manie à nouveau son gacha illimité dans l'abîme, jurant de maîtriser son pouvoir afin de pouvoir établir un royaume qui lui ouvrira la voie de la vengeance. 3 ans plus tard, nous voyons que Light a bâti tout un empire dans les profondeurs de l'abîme. Il dit à sa légion de servantes qu'elles ont toutes fait du bon travail aujourd'hui, et elle remercie toutes Maître Light. Toutes les filles sont amoureuses de lui et se demandent si elles ont épuisé toutes leurs chances dans la vie juste pour être près de lui. Une fille va même plus loin, en souhaitant pouvoir sentir ses pieds. Elles deviennent beaucoup trop incontrôlables au goût de Mei, qui demande donc la permission à Light de les faire taire. Light lui répond que ce n'est pas si grave, car elle l'aime simplement beaucoup, et il les laisse faire. Nous découvrons alors l'étendue de l'empire de Light, qui comprend plusieurs magasins et des milliers de personnes menant une vie normale. Tout le monde salue Maître Light, car ils l'aiment tous et lui offrent leur meilleur repas. Certains d'entre eux sont à court de provisions, mais Light est un dirigeant bienveillant et il promet d'en informer l'administration. Mei est également sur le coup, car elle veut régler immédiatement tous les problèmes afin que les gens ne se fassent pas une mauvaise idée de la façon dont l'Empire fonctionne. Light reconnaît que la population ici a beaucoup augmenté au cours des 3 dernières années, et qu'il devra peut-être revoir tout le système. La prochaine préoccupation de Light est de savoir où se trouvent ces autres guerriers de haut rang. Ils proviennent tous de cartes ultra rares de niveau 9999 qu'il a invoquées, et Mei explique qu'ils sont tous en mission pour lui. Celui qui s'appelle Aoyuki explore le périmètre supérieur de l'abîme et dresse des cartes. Les forêts autour de l'abîme grouillent de monstres, mais Light est sûr que cela ne posera aucun problème à un dompteur de génie comme Aoyuki. La guerrière suivante est Ellie, qui travaille d'arrache-pied pour développer de nouveaux sorts magiques en accord avec le grand projet de Light. Light a beaucoup de choses à gérer en même temps, il espère donc qu'Ellie ne sera pas dépassée par son projet. Une autre guerrière, Nazuna, patrouille comme d'habitude dans l'enceinte du château. Elle est experte en combat rapproché, ce qui fait d'elle une garde parfaite. Mei ajoute que Nazuna n'est peut-être pas la personne la plus intelligente au monde, mais qu'elle est vraiment très sympa. De retour au château, Mei est agacée de découvrir qu'une certaine personne attendait Light. Il s'agit du guerrier de niveau 7777 nommé Jacques,
et Mei doit lui rappeler de s'adresser à Maître Let de manière plus formelle. Let le lui permet cependant, car il considère Jack comme un grand frère. Les deux hommes sortent pour s'entraîner, et Let annonce qu'aujourd'hui, ils vont y aller à fond. Aucun des deux ne se retiendra, et Let commence le combat par une attaque rapide au ventre de Jack. Jack est impressionné, car il a été repoussé, mais il fait remarquer que ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme la barricade au sang d'acier. L'attaque de Let aurait tué n'importe qui d'autre, mais Jack est une véritable force de la nature. Les deux continuent à s'entraîner, et nous voyons que Nazuna patrouille consciencieusement dans le château. Nazuna dit aux servantes qu'elle exécute un ordre de Maître Let et que c'est une tâche très importante. Toutes les servantes la flattent en lui disant qu'elles sont heureuses d'avoir quelqu'un comme elle pour les protéger, et Nazuna fait de son mieux pour rester humble, car elle ne fait que son travail. Nazuna ne sait pas trop où elle veut patrouiller ensuite, alors les servantes lui révèlent qu'elles ont une demande à lui faire. Elles veulent qu'elle vérifie une certaine zone, car celle-ci leur est interdite. Cette zone s'avère être la chambre de Let, alors Mei se demande pourquoi Nazuna frappe à sa porte. Nazuna révèle qu'elle veut patrouiller à l'intérieur, mais Mei explique que la chambre de Let est déjà très sécurisée. Nazuna la prend au dépourvu en lui rappelant que Let est partie s'entraîner et en lui demandant ce qu'elle fait dans sa chambre. Mei explique qu'il est du devoir d'une femme de chambre de toujours rester occupée, mais Nazuna l'ignore et entre dans la chambre. Nazuna est très observatrice, car il semble que quelqu'un venait de se rouler sur le lit de Let. Ce n'est pas tout, car quelqu'un semblait donner des coups de pied en reniflant les oreillers. Mei a toutefois l'esprit vif et explique qu'il s'agit simplement de sa façon unique de faire le lit. Elle dit que c'est un secret professionnel et que Nazuna ne doit le révéler à personne, et Nazuna tombe complètement dans le panneau. Elle trouve que Mei a un talent incroyable et lui dit qu'elle est vraiment à la hauteur de sa réputation de première invocatrice de Let. Les autres servantes ont également envoyé un message à Nazuna, informant Mei qu'elle n'était pas satisfaite de son monopole sur la chambre de Let. Elles exigent que Mei donne à tout le monde le droit de la nettoyer et ont lancé une pétition pour la destituer de son poste de chef des servantes. Elles déclarent que son règne tyrannique touchera bientôt à sa fin et lui disent de se préparer à être renversée. Nazuna se demande si elle peut faire quelque chose pour aider, mais Mei répond que c'est à elle de s'occuper personnellement des faits de chambre. Elle remercie Nazuna pour son travail, et Nazuna est ravie lorsque Mei lui donne un pourboire. Nazuna se précipite immédiatement dans une boutique qui vient de recevoir une livraison de délicieuses friandises pour dépenser son argent. Nazuna refuse de se laisser influencer par des aliments de qualité moyenne, car ce dont son estomac a vraiment envie, ce sont du lait et des sandwichs aux crêpes. Nazuna engloutit les snacks et trouve Aoyuki dans le château. Aoyuki était censée explorer la forêt autour de l'abîme, alors Nazuna se demande ce qu'elle fait là. Aoyuki parlait miaule, mais Nazuna ne comprend pas ce qu'elle dit, contrairement à Let. La géniale Nazuna tente de deviner ce qu'elle dit, mais sans succès. Elle se demande si Aoyuki a besoin d'aide pour abattre des arbres dans la forêt afin de faciliter la reconnaissance, mais cela ne semble pas être le cas. Nazuna suppose qu'Aoyuki a rencontré un monstre puissant qu'elle n'a pas pu vaincre, mais ce n'est pas ça non plus. Nazuna reconnaît qu'Aoyuki a été invoqué avant elle, mais elle souligne qu'elle semble être la plus âgée et la plus forte. C'est pourquoi elle dit à Aoyuki de ne pas hésiter à compter sur elle si elle en a besoin. Aoyuki en a assez, alors elle parle normalement et révèle qu'elle a accompli sa mission sans rencontrer aucune menace. Elle a terminé la partie de la carte que Mei lui avait demandée et elle vient juste de revenir pour la livrer. De retour à l'intérieur, Nazuna est ravie de voir que sa patrouille s'est bien déroulée, mais elle est déçue de ne pas avoir vu Let de toute la journée. Après avoir rapidement vérifié qu'elle est seule, Nazuna saute sur le trône de Let. Elle pense à quel point il a toujours l'air cool assis dessus et elle aimerait qu'il soit là maintenant. À ce moment-là, Nazuna est horrifiée après avoir cassé un morceau du trône de Maître Let. Elle recolle rapidement l'aile sur l'ange et s'enfuit pour sauver sa vie. De retour à l'extérieur du château, les deux hommes continuent de se battre, mais ils décident d'arrêter pour aujourd'hui. Pendant qu'ils récupèrent, Jack fait remarquer que Let maîtrise désormais parfaitement l'art d'utiliser son corps comme une arme. Let est cependant incroyablement humble et remercie Jack de lui avoir enseigné cette technique. Let est devenu extrêmement puissant grâce à leur entraînement, et Jack affirme que seuls quelques élus peuvent lui tenir tête ici, dans les abysses. Les abysses abritent les êtres les plus puissants de la planète, ce qui signifie qu'il y a encore moins de personnes capables de lui tenir tête à la surface. Cependant, Jack dit tout cela uniquement pour rappeler à Let qu'il existe encore des êtres plus puissants que lui. Let prend bonne note de son avertissement, car le monde de la surface est plein d'inconnus, et il jure de ne jamais baisser sa garde. Let est déterminé à rester en vie à tout prix, car il doit mener sa vengeance à bien jusqu'au bout. À proximité, Mei s'adresse aux autres servantes, mais celles-ci font comme si elles ne savaient pas pourquoi elle voulait les voir. Mei leur récite mot pour mot le message qu'elles lui ont envoyé, y compris la partie « va te faire foutre », et les servantes s'excusent toutes. Ne sachant pas comment s'expliquer, elles inventent une excuse. Elles disent qu'elles savent à quel point Mei est occupée en permanence et qu'elle voulait simplement l'aider à alléger sa charge de travail. Elles ont d'autres excuses, mais cela n'explique pas pourquoi elles ont dit à Mei d'aller se faire foutre à la fin de leur message. Il n'y a pas de bon mensonge pour cela, et le pire,
c'est qu'elles ont envoyé Nazuna délivrer le message au lieu de la rencontrer en personne. L'équipe autrefois unie des filles commence à se désagréger alors qu'elles se rejettent la faute les unes sur les autres, mais Mei en a assez dit. Elle rejette leur demande de nettoyer la chambre de Lett et leur ordonne à la place de nettoyer le couloir qui mène à la salle du trône. Pour leur rendre la tâche encore plus difficile, elle leur ordonne de le faire entièrement à la main. Le couloir est incroyablement long, les filles pensent donc que ce sera impossible, mais Mei leur assure qu'elles y arriveront. Mei va bientôt se rendre à la surface pour une mission pour Lett, elle attend donc des filles qu'elle travaille avec diligence pendant son absence. Ailleurs, Nazuna aimerait acheter une arme qui lui plaît, et Ellie est surprise de la trouver ici. Elle suppose que Nazuna cherche des bonbons, mais Nazuna admire simplement le savoir-faire artisanal de certaines gants de combat. Nazuna pensait qu'Ellie serait en train de faire des travaux de construction ou une inspection comme d'habitude, mais Ellie est en fait en train de faire une pause. Tout se passe si bien qu'elle a suffisamment de temps libre pour se détendre. Ellie pense que Nazuna est un peu plus lente d'esprit que d'habitude, mais Nazuna prouve le contraire en récitant ses tables de multiplication. Malheureusement, elle se trompe dès le début, alors Ellie se moque d'elle et elle commence à se disputer. Ellie souligne que Lett l'a intégrée à ses plans de vengeance, contrairement à Nazuna et son petit cerveau. Nazuna s'empresse de souligner que ses patrouilles sont très importantes, mais Ellie répond que ce n'est rien comparé à ce qu'elle fait. Ellie révèle qu'elle vient de prendre le thé avec Lett pour discuter de l'avancement du plan, et elle nargue Nazuna en lui disant que la prochaine fois, elle réservera une salle privée pour eux. Nazuna veut désespérément prendre le thé avec Lett elle aussi, mais Ellie n'arrive pas à croire que ce soit cette partie de l'histoire qui rende Nazuna jalouse. Nazuna ne voit pas ce que cela pourrait être d'autre, alors Ellie lui fait remarquer qu'il y a autre chose qui attise encore plus la jalousie. Nazuna ne comprend pas du tout ce qu'elle veut dire et suppose simplement qu'Ellie parle de magie. Elle pense qu'Ellie s'inquiète de ne plus pouvoir se défendre sans magie un jour, alors elle lui propose son aide chaque fois qu'Ellie en aura besoin. Ellie cède et accepte, laissant Nazuna s'éloigner joyeusement. Elle retourne à sa patrouille, et Ellie ne peut s'empêcher de penser que Nazuna est unique en son genre. De retour au château, les 4 servantes se plaignent d'avoir eu des ennuis alors qu'elles avaient une plainte légitime à formuler contre leur patronne. Mais comme Mei est leur patronne, elles ne peuvent pas vraiment faire grand-chose, car elle est pratiquement intouchable. Elles aimeraient toutes pouvoir nettoyer la chambre de Lett en ce moment, où elles pourraient toutes renifler ses draps. La fille qui va toujours plus loin rend les choses encore plus folles en disant qu'elle veut lécher tous ses ustensiles usagés. Les autres filles la traitent d'abord de folle, mais finissent par admettre qu'elle ferait la même chose. Les filles ne peuvent s'empêcher de penser que Mei a été la première à être invoquée. Il a fallu 3 mois supplémentaires avant qu'Aoyuki ne soit invoquée en deuxième, alors les filles ne peuvent que se demander ce qu'elles ont fait pendant qu'elles étaient seules. Leurs esprits s'emballent, car elles pensent à quel point la vie peut parfois être pure et inconsciente. Un jeune garçon et une jeune fille étaient seuls dans un donjon mortel, et elles n'arrivent pas à croire à quel point Mei a eu de la chance. Elles sont submergées par la jalousie et souhaitent pouvoir transformer leur colère en une malédiction qu'elles pourraient jeter sur Mei. Elles tentent le coup, mais sont bientôt choquées lorsque Mei apparaît. Elles pensaient toutes qu'elle était en mission, mais elle n'est pas encore partie. Mei explique qu'elle les a entendues répéter « meurt » encore et elle exige une explication. Elle change toutes de ton pour faire comme si elle lui avait toujours été fidèle, mais Mei n'y croit pas. Les filles finissent par admettre qu'elles étaient submergées par la jalousie, surtout parce que Mei avait pu passer autant de temps seule avec Lett. Mei leur fait remarquer qu'elle n'est pas obligée de leur révéler quoi que ce soit, mais qu'elle le fera pour être gentille avec elle. Elle leur révèle que pendant les 3 mois qui ont précédé l'invocation d'Aoyuki, Lett a passé tout son temps à lire des tonnes de livres et à pratiquer toutes sortes d'arts martiaux. Il était consumé par son désir de devenir plus fort, et il n'avait jamais le temps de faire les choses vulgaires auxquelles les servantes pensaient. Mei avait l'impression d'avoir été trop dure avec les filles et que ses ordres étaient déraisonnables. Elle envisageait de les ménager, mais elle se rend compte maintenant qu'elle avait tort. Les filles ne semblent avoir rien appris, alors Mei leur ordonne de nettoyer également la salle du trône. Cela prendra une éternité, mais Mei leur fait remarquer qu'elles devraient avoir le temps, puisqu'elles en ont passé autant à la maudire. Mei devient très sérieuse lorsqu'elle leur demande d'accepter son ordre, ce que les filles font. Elles se mettent au travail, mais elles ne pensent pas finir de sitôt. Les choses prennent alors une tournure terrible lorsque l'aile que Nazuna a cassée plus tôt se détache. Dans sa chambre, Nazuna est soulagée d'avoir réussi une nouvelle fois à protéger l'objet qui lui a été confié. Bien sûr, elle est toujours déçue de ne pas avoir vu Lett de toute la journée, et elle aimerait qu'il lui donne l'ordre qu'elle souhaite le plus. Elle veut qu'il l'envoie à la surface afin qu'elle puisse détruire tous ceux qui l'ont trahi. Nazuna se calme en espérant pouvoir voir Lett le lendemain, puis elle s'endort. Le lendemain matin, Lett quitte le château et trouve Ellie et Nazuna en train de se chamailler comme d'habitude. Nazuna est ravie de voir que son souhait de la veille s'est réalisé, car elle peut revoir Lett. Lett ne peut s'empêcher de traiter Aoyuki comme un chat, mais les autres filles deviennent rapidement jalouses. Soudain, une bête, identique à celle que Lett a rencontrée pour la première fois dans l'abîme, apparaît. Lett tremble encore de peur chaque fois qu'il voit l'un de ces chiens de l'enfer à cause de cette journée traumatisante,
mais les choses sont différentes maintenant. Let a ses redoutables guerriers à ses côtés, prêts à se battre à tout moment. Le comportement étourdi de Nazuna a complètement changé, car elle est furieuse de voir qu'un simple chien d'entraînement a osé défier Let en sa présence. Ellie est tout aussi en colère, car elle compte bien donner une leçon à cette bête. Aoyuki est également dégoûtée, car la simple présence du chien de l'enfer perturbe Let, alors elle jure d'éliminer toute leur espèce. Elle montre toute leur force en disant à la bête de se préparer à subir toute la puissance de leur niveau 9999. Let les arrête cependant calmement et leur explique qu'il va bien maintenant. Les filles obéissent rapidement à son ordre et se retirent. Let s'excuse étonnamment auprès du monstre de l'avoir effrayé, et il pense que les filles élimineraient certainement tous les chiens de l'enfer du monde entier s'il leur en donnait l'ordre. C'est alors que Let révèle la raison pour laquelle il est venu leur parler. Il vient d'apprendre par Mei que sa mission a été un succès, et il est enfin temps pour eux de mettre leur plan à exécution. Leur proie a mordu à l'hameçon, et ils sont prêts à passer à la deuxième étape. Les filles n'apprécient pas que Mei ait pu les devancer, mais elles sont toutes enthousiastes à l'idée de poursuivre le plan. Let les guide et déclare qu'il est temps de servir son premier plat de vengeance, préparé depuis 3 ans. Dans la ville des loups, nous voyons l'une des cibles de Let. Il s'agit de Goru, qui se promène dans la ville sous les acclamations des habitants qui le considèrent comme un héros, sans se douter de la vengeance qui l'attend. Les villageois aiment tous beaucoup Garou, et l'un d'eux voudrait même qu'il sorte avec sa sœur. Il le flatte sans arrêt, et Garou ne fait pas preuve d'humilité à ce sujet. Il savoure toute cette attention et demande à tous les villageois de laisser passer une mégastar. Un humain fouille dans les poubelles à proximité, et Garou déteste le voir. Il traite cet homme de « déchet de la rue », tout en le jetant à terre, puis lui crache au visage. Garou discrimine les humains comme tout le monde, et il dit à cet homme de ne plus jamais se montrer devant lui. Dans un bar, les fans de Garou admirent même sa façon de boire de l'alcool. Pour récompenser leur bon comportement, Garou leur permet de commander tout ce qu'ils veulent à manger et à boire. Il leur dit que cela ne lui pose aucun problème, car il vient de gagner beaucoup d'argent. Les hommes de Garou profitent d'un festin et lui disent qu'il est une idole pour les gens de basse extraction comme eux. L'histoire de Garou les inspire énormément, car il est passé du statut d'orphelin des bidonvilles à celui de futur chef de meute. Ce n'est pas encore officiel, mais Garou est pratiquement le numéro 1 de la tribu des loups, et les autres membres de la tribu des bêtes n'arrivent pas à croire qu'ils peuvent s'asseoir à côté de lui. Ils souhaitent plus que tout être comme lui, mais Garou leur dit que ce n'est pas facile. S'ils veulent se rapprocher de lui, ils devront apprendre à utiliser intelligemment la perception instinctive dont sont dotés les membres de la tribu des bêtes. Les gars soulignent tous que Garou est au-dessus du lot, et même les dragonutes s'inclinent devant ses compétences. Garou leur donne alors un petit conseil, expliquant que son succès est en grande partie dû à son nez et à son odorat. Il est très important de pouvoir distinguer les bons boulots des mauvais grâce à leur odeur. Il a simplement réussi à percer parce qu'il n'a accepté que les très bons. Les acolytes de Garou l'ont tous observé de très près, ils connaissent donc tous les boulots qu'il a acceptés et se demandent si tout ce qu'il vient de dire est vrai au sujet du boulot qu'il a fait il y a 3 ans. Garou se souvient que c'était le boulot de la concorde des tribus, mais les fans soulignent que Garou ne peut donner aucun détail à ce sujet. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il s'agissait d'une opération secrète que seul Garou pouvait mener à bien. Garou s'excuse auprès de ses hommes, confirmant que la fédération exige le secret absolu sur ce travail. L'un des gars s'excuse d'avoir posé autant de questions, mais Garou leur dit à tous de simplement profiter de la soirée. Au fond de lui, Garou ne peut s'empêcher de penser que le travail pour la concorde des tribus a été le plus facile qu'il ait jamais eu. Tout ce qu'il avait à faire était d'éliminer un pathétique gamin humain soupçonné d'être un maestro. Grâce à cette mission facile et sans effort, Garou est devenu riche et célèbre. Il a toujours été troublé par le fait qu'il n'ait jamais réussi à retrouver Let après sa téléportation, mais Garou était certain que Let n'avait aucune chance de survivre dans les abysses. Cependant, quelque chose le tracasse, et cela concerne les maestros. Il ne sait pas vraiment qui ils sont ni ce qu'ils sont, mais il sait que tous les pays du monde entier sont à leur recherche. Penser à tout cela fait frissonner Garou, qui se rend compte qu'il serait risqué d'approfondir le sujet. Il décide de l'oublier complètement, car il ne veut pas gâcher la situation parfaite dans laquelle il se trouve en titillant le danger. Malheureusement pour lui, son heure est venue, car une mystérieuse jeune fille traverse le bar. C'est Mei, et elle s'excuse d'interrompre la conversation de Garou. Tout cela s'est passé il y a 1 mois, et nous voyons maintenant Garou et ses hommes escorter Mei à travers l'abîme. Mei fait semblant de lutter après avoir voyagé à travers les abysses pendant 1 mois entier, et Garou se dit qu'il ne lui reste plus qu'un petit bout de chemin à parcourir avant de pouvoir révéler ses véritables intentions. Un retour en arrière sur l'arrivée de Mei au bar montre qu'elle a prétendu ne pas savoir ce qui était arrivé à Let. Elle cherchait simplement Garou, qui était censé être un membre de la concorde des tribus. Les hommes de Garou étaient furieux de voir une humaine pitoyable parler à leur chef, mais Garou voulait l'écouter. Mei donna son nom à Garou et expliqua qu'elle vivait au service de son maître, Let, en tant que sa servante la plus fidèle. Garou fut choqué de l'entendre dire « Maître Let », et Mei révéla qu'elle cherchait à localiser Let. Garou craignait qu'elle sache quelque chose sur ce qui s'était passé,
mais il n'y croyait pas, car personne en dehors de la concorde des tribus n'était au courant. Mei mentit alors et dit que Lett était un personnage clé issu d'une famille noble. Garou ne pouvait pas croire cela à propos de Lett, car il avait juste l'air d'un petit crétin, et il accusa Mei d'essayer de les tromper. Mei continua cependant à jouer le jeu et dit simplement à Garou qu'elle ne pouvait donner aucun détail sur les origines de Lett. Garou commença à douter de lui-même, mais il se rendit compte que les gros bonnets derrière cette mission auraient fouillé tous les détails possibles sur Lett. Il n'avait jamais mentionné qu'il était de sang royal, et Lett non plus. Il y avait cependant une infime chance que Mei dise la vérité, et si c'était le cas, Garou pensait qu'il pourrait avoir une énorme opportunité de gagner beaucoup d'argent. Garou dit qu'il avait du mal à y croire, alors Mei continua. Elle expliqua qu'elle avait voyagé partout dans le monde à la recherche de Lett, et que ce n'était que récemment qu'elle avait appris qu'il avait rejoint la concorde des tribus. Malheureusement, elle avait également appris qu'il avait péri dans l'abîme. Garou ne comprenait toujours pas en quoi cela le concernait, alors Mei finit par lui révéler qu'elle voulait qu'il l'escorte. Mei fondit en larmes en expliquant qu'elle voulait vérifier par elle-même l'endroit où Lett avait été vu vivant pour la dernière fois. Garou lui dit bien sûr que se rendre dans les abysses comportait beaucoup de risques, mais Mei était prête à le payer pour son aide. Mei leur montra alors un coffret rempli de lingots d'or qui stupéfia tous les hommes de Garou. C'était de l'or pur, et Garou commença à croire que Lett était issu d'une famille noble. Cependant, le fait qu'elle le paie autant juste pour l'escorter était un peu étrange, et Garou ne pouvait s'empêcher de penser qu'il s'agissait peut-être d'un piège. Mais la confiance excessive de Garou prit le dessus, car il se dit que même s'il s'agissait d'un piège, un simple humain faible ne représentait pas une grande menace pour lui. Si elle tentait quoi que ce soit, Garou était sûr de pouvoir la neutraliser rapidement. C'est pourquoi Garou décida de conclure l'accord avec Mei. Mais Garou était un showman, et il ne s'arrêta pas là. Il fit semblant de ne pas se soucier de l'argent et dit que ses intentions étaient motivées par autre chose. Garou mentit effrontément en disant que Lett était l'un de ses meilleurs amis et même comme un frère pour lui. Garou fit comme si l'argent n'avait aucune importance et dit qu'il devait simplement aider Mei par loyauté envers Lett. Il dit à Mei de se réjouir, car il était le futur chef de la meute des loups et qu'il rassemblerait ses hommes les plus émérites pour l'aider. Il déclara que ce ne serait pas une tâche facile, mais que lui et son noble groupe l'escorteraient à travers le donjon infesté de dangers connu sous le nom d'abîme. De retour au présent, Garou réfléchit à la manière dont il veut s'assurer que Mei atteigne son objectif sans une seule égratignure. Cependant, une fois qu'ils seront arrivés, ce monstre prévoit de lui faire subir des choses inimaginables, juste au-dessus de la tombe de Lett. Le mal coule dans ses veines alors qu'il y pense, et il est impatient d'arriver à destination. Peu après, ils arrivent au dernier endroit où Lett a été vu. Garou ment en disant qu'une meute de monstres les a pris par surprise et a gravement blessé Lett. Puis, il a malheureusement été pris dans un piège de téléportation et n'a jamais été revu. Mei en fait des tonnes pour montrer à quel point elle est triste et se met à pleurer. Garou n'en a pas fini avec ses mensonges, car il dit que l'attaque les a pris par surprise et que le groupe n'a tout simplement pas pu réagir à temps pour sauver Lett. Il présente ses excuses à Mei, qui est en deuil, mais il fait également signe à ses hommes de se tenir prêts. Il coupe la seule voie de fuite, et Garou prend un moment pour réfléchir à la stupidité des humains. Garou en rajoute encore en disant que, malgré son statut de dur à cuire, il n'a finalement pas réussi à protéger Lett. Garou dit qu'il partage la douleur qu'elle ressent, mais l'attitude de Mei change complètement. Elle a complètement cessé de pleurer et dit très sérieusement que son cœur saigne pour Lett. Non pas à cause de sa mort présumée, mais parce qu'il a été amené dans ce donjon lugubre et crasseux pour être trahi par une ville racaille. Sa voix sévère devient de plus en plus furieuse à chaque mot alors qu'elle raconte comment Lett a été battu jusqu'à ce qu'il soit à 2 doigts de la mort. Un regard confus apparaît sur le visage de Garou tandis que Mei regrette de ne pas avoir pu se trouver aux côtés de Lett un peu plus tôt. Elle jure sur tout ce qu'il y a de bon dans ce monde que si elle avait été là, Lett n'aurait jamais souffert d'être frappé à coups de pied et transpercé de flèches. La honte qu'elle ressent est insupportable, et elle veut désespérément réparer son erreur. Le froid de sa voix vengeresse fait naître la peur dans le cœur de Garou, et ses instincts primaires le forcent à reculer. Garou se rend compte que Mei connaît chaque détail de ce qui s'est passé ce jour-là, mais cela ne devrait pas être possible. Les seules personnes qui savent vraiment ce qui s'est passé sont les membres de la concorde des tribus et une poignée de dirigeants d'élite de chaque nation. Garou exige de savoir qui elle est vraiment et pour qui elle travaille, car il soupçonne qu'elle a été envoyée par une autre tribu pour l'espionner. Mei est insultée de l'entendre confondre sa détermination avec quelque chose d'aussi superficiel, et elle répond que son allégeance appartient exclusivement à son maître, Lett. Garou la traite de menteuse pour l'avoir trompée, mais cela s'avérera être une énorme erreur. Mei se tient debout, animée d'une haine intense que même Garou et tous ses hommes peuvent ressentir, et elle déclare qu'ils pourront voir qui est vraiment pourri à l'intérieur lorsque les entrailles de Garou seront répandues sur le sol. Son regard terrifiant s'accompagne d'une pression immense qui envahit toute la pièce, et Garou se met à trembler. Garou doit puiser dans toutes ses forces pour rester debout, et il ne comprend même pas pourquoi elle lui fait si peur. Il pensait que Mei n'était qu'une humaine faible dont il pouvait disposer à leur guise avant de s'en débarrasser.
Il ne comprend absolument pas pourquoi elle est capable de le paralyser et de lui donner des frissons dans le dos. Le regard de Mei ne fait que s'intensifier à mesure que sa haine sans fin se déverse, et Garou commence à réaliser qu'il ne survivra pas à ce qui l'attend. Il décide qu'il n'y a plus d'espoir, mais il est choqué lorsque quelqu'un apparaît et ordonne à Mei de se calmer. Mei obéit à cet ordre en réprimant sa colère, et Garou est encore plus confus. Il se trouve dans l'abîme, et il affirme qu'il est impossible qu'un petit morveux humain ait réussi à descendre ici tout seul. Garou est convaincu que cet enfant doit avoir des alliés, et il demande à ses hommes de garder les yeux ouverts pour les repérer. Garou commence enfin à comprendre à quel point il s'est trompé sur toute cette situation. Son esprit a encore du mal à croire ce que ses yeux voient, car cela devrait être impossible, mais il ne peut échapper à la terrifiante réalité lorsque Lett se révèle enfin. Garou n'avait jamais pensé que Lett pouvait être encore en vie, et Lett salue très calmement son ancien coéquipier. Avec un sourire modeste sur le visage, Lett explique avec désinvolture qu'il est là pour se venger, avec 3 ans d'intérêt. Garou retrouve son sang-froid et rit après avoir vraiment réfléchi à la situation. Lett n'était qu'un humain de niveau 15, et il est risible de penser qu'une personne aussi faible que lui puisse vouloir se venger d'un boss de niveau 150 comme Garou. Rien que d'y penser, Garou rit, et il ne pourrait être plus reconnaissant que les humains soient aussi stupides. Garou continue de rire, mais Lett n'est pas du tout amusé. Garou admet ne pas savoir comment Lett a survécu, mais déclare que Lett a commis une énorme erreur en se montrant à lui. En effet, Garou est certain que lorsqu'il mettra vraiment fin à la vie de Lett cette fois-ci et qu'il ramènera son corps, il deviendra à coup sûr le roi du peuple des bêtes. Lett est extrêmement déçu par l'ignorance de Garou, car il se demande pourquoi Garou n'est pas curieux de savoir comment il a survécu ou même quel est son lien avec Mei. La réaction normale serait d'exiger des réponses, alors Garou admet qu'il ne peut pas vraiment dire à quel point Mei est forte. Garou reprend cependant confiance, affirmant que cela n'a pas d'importance, car 2 humains ne peuvent en aucun cas représenter une menace pour une meute de bêtes comme lui et ses hommes. Garou lui-même est de niveau 150, et chacun de ses hommes est au-dessus du niveau 130. Garou déclare que Lett et Mei n'ont aucune chance car ils ne sont que des humains ordinaires, et que le seul pouvoir de Lett est un don inutile qui ne lui permet que d'invoquer des ordures. Après réflexion, Garou en conclut que Lett a simplement eu de la chance il y a 3 ans et qu'il n'a survécu que parce qu'il a été sauvé par Mei. Lett ne nie pas ce dernier fait, car il est très reconnaissant à Mei de l'avoir aidé, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Garou n'est toutefois pas intéressé par cette explication, il dit donc à Lett de se préparer à sa véritable mort et envoie ses hommes l'attaquer. Il se précipite pour mettre Lett en pièces, mais Mei leur arrache la tête avant même qu'ils ne puissent l'approcher. Les hommes n'ont jamais vu quelqu'un bouger aussi vite, et Mei annonce sévèrement que quiconque osera menacer Lett le paiera de sa tête. Mei s'adoucit immédiatement lorsque Lett la félicite pour son excellent travail et lui demande d'aller surveiller la sortie. Mei est toujours aussi loyale, elle jure sur le code des servantes qu'elle ne laissera personne s'échapper et se précipite. Les hommes de Garou commencent à paniquer, car ils n'ont même pas vu son attaque, mais Garou les rassure en leur disant qu'elle a simplement utilisé une sorte de truc minable. À ses yeux, il s'agissait forcément d'une attaque sournoise, car il était impossible qu'un être inférieur comme un humain puisse les battre. Lett est déçu d'apprendre que Garou n'a pas changé d'un iota après toutes ces années, car il continue de penser que les humains sont inférieurs. Lett se demande s'il a déjà envisagé que les bêtes puissent être inférieures, mais Garou se sent simplement insulté. Les humains ne sont que de faibles perdants avec de minuscules réserves de mana, alors Garou dit à Lett de se régaler les yeux en voyant ce qu'est le vrai pouvoir, et il montre son niveau. Lett, bien sûr, n'est pas impressionné, car il rappelle à tout le monde que les niveaux généralement atteints par chaque race diffèrent considérablement, et que la discrimination qui en découle est à l'origine du mépris généralisé envers les humains. Garou est heureux que le monde soit ainsi, et il déclare que les hommes bêtes sont simplement plus capables que les humains, c'est pourquoi ils sont également plus hauts dans la chaîne alimentaire. Lett s'empresse de souligner que 2 des hommes les plus capables de Garou sont désormais décapités à cause d'un humain, mais Garou accuse Mei d'avoir utilisé une sorte d'objet magique pour y parvenir. Garou en a assez de voir Lett si confiant, et il est exaspéré par la façon dont Lett le regarde. Garou et tous ses hommes attaquent Lett en même temps, mais Lett les frappe tous avant qu'ils ne puissent le toucher. Cette seule attaque de Lett laisse Garou à bout de souffle, et Lett se demande si le loup est déjà fini. Son attitude désinvolte ne fait qu'exaspérer davantage Garou, qui traite Lett de « déchet humain ». Il continue de penser que Lett est un perdant et refuse d'être méprisé par quelqu'un de plus faible que lui. Garou s'éloigne d'eux avec colère et déclare qu'il va effacer le sourire confiant de Lett tout en le faisant se souiller. Pour ce faire, Garou sort une petite sphère lumineuse de sa poche et l'utilise pour invoquer une bête magique, Fenrir. L'invocation provoque un changement dans l'air de la pièce, et Lett est impressionné lorsque Fenrir, la bête de Garou, apparaît enfin. Garou annonce avec confiance que cette bête est son atout secret, car elle est de niveau 500. Les hommes de Garou sont stupéfaits de voir que leur chef possède une arme secrète aussi incroyable, et ils sont soulagés, car ils vont désormais remporter la bataille. Garou dit à ses hommes de rester en retrait et d'observer, et il prévient Lett qu'il va bientôt ressentir toute la puissance de sa bête au niveau incroyablement élevé.
Malheureusement pour lui, Let ne fait que pousser un soupir, déçu de voir que l'arme secrète de Garou est pitoyablement faible. Le niveau 500 n'est rien, et la confiance que Garou y accorde le met mal à l'aise. Garou éclate de rire, pensant que Let a perdu la tête sous l'effet de la peur. Il donne à notre héros une chance de supplier pour sa vie, comme il l'a fait il y a 3 ans, et lui ordonne de se mettre à genoux et de supplier leur Garou de l'épargner. Let a cependant une autre idée en tête, car il veut jouer avec Garou afin de savourer pleinement sa vengeance. Let dit à Garou de l'attaquer comme il le souhaite, et il promet de ne pas bouger d'un pouce de l'endroit où il se trouve. La colère et la frustration de Garou continuent de grandir, car il ne parvient pas à ébranler la confiance de Let. Il refuse de croire que Let puisse tenir ses promesses, alors il annonce qu'il va demander à son Fenrir d'anéantir Let. Il ordonne à sa bête d'utiliser son attaque, Blazing Hole, qui tire un énorme rayon sur notre héros. L'attaque cause des dégâts importants dans les environs, et Garou explique que l'attaque, Blazing Hole, concentre toute la réserve de mana d'un monstre de niveau 500 en une seule explosion. Il dit que cela suffit pour réduire un humain en cendres, et il est donc absolument horrifié lorsqu'il voit que Let est toujours debout, sans la moindre égratignure. Let est resté exactement au même endroit, comme il l'avait dit, et Garou ne comprend pas ce qui vient de se passer. Let garde son attitude désinvolte et se moque de Garou pour avoir donné un nom aussi sophistiqué à une attaque qui n'a fait que soulever un nuage de poussière. Let lui dit qu'il devrait se sentir ridicule, et Garou reste bouche bée, car ce qu'il vient de voir aurait dû être impossible. Les hommes de Garou ne comprennent pas non plus comment il a survécu à l'attaque et se demandent si Garou a une explication. Garou n'en a pas, car la seule réponse est que Let est suffisamment puissant pour neutraliser complètement l'attaque d'un monstre de niveau 500. Let comprend que Garou n'a plus rien à offrir dans ce combat, il décide donc que c'est maintenant son tour. Il commence par dire que Garou ne devrait pas appeler son petit animal de compagnie Fenrir, car cela donne une fausse idée aux gens. Les Fenrir sont des créatures mythiques légendaires dotées de pouvoirs surnaturels, alors Let déclare qu'il va lui montrer à quoi ressemble un vrai Fenrir. Let choque alors tous ces types en sortant une carte ultra rare de niveau 9000. Il libère le dieu loup primitif, Fenrir, et Garou reste figé par le choc lorsque la bête est invoquée. La bête de niveau 500 de Garou était l'un des monstres les plus puissants qu'il ait jamais vu, alors le Fenrir de niveau 9000 de Let le laisse sans voix. Let ordonne à sa bête d'éliminer celle de Garou, alors elle lance son attaque la plus légère. Elle souffle un petit jet d'air par la bouche, qui gèle complètement le monstre de Garou. L'attaque le réduit également en morceaux, et Garou et ses hommes tremblent alors qu'ils prennent enfin conscience de la sombre réalité de leur situation. La colère vengeresse de Let se rapproche d'eux, et Garou n'arrive pas à croire que Let possède un monstre assez puissant pour anéantir son Fenrir en un clin d'œil. Let lui répond qu'il a raison, mais assure également à Garou, terrifié, qu'il aurait pu vaincre lui-même la bête de niveau 500 s'il l'avait voulu. C'est maintenant au tour de Let de dire à Garou de se régaler les yeux, car Let révèle enfin son propre niveau. Il est au niveau 9999, et le corps de Garou tremble désormais de manière incontrôlable, tandis que la confiance inébranlable qu'il avait autrefois se transforme en pure terreur. Garou était persuadé que les humains atteignaient au maximum le niveau 100, alors son esprit cherche désespérément des réponses, et il ne peut que conclure que Let est une sorte d'imposteur. Cela lui semble logique, car Let est exactement le même qu'il y a 3 ans. Il a le même visage et le même corps, mais n'importe quel être humain normal aurait grandi depuis. Alors que l'esprit de Garou sombre dans le chaos, Let lui explique qu'il porte le bracelet de la jeunesse qui l'empêche de vieillir. Let est tellement animé par sa vengeance qu'il force son corps à rester exactement le même afin qu'il lui rappelle toute la douleur, la colère et le désespoir qu'il a ressenti ce jour-là. Il ne l'oubliera jamais et il veut également que ce souvenir reste gravé dans son esprit à tout moment. Garou accepte le fait que c'est le vrai Let, mais cela n'a jamais vraiment eu d'importance. Garou sait désormais que c'est lui qui n'avait aucune chance, car Let est une véritable monstruosité. Garou n'a jamais été confronté à sa propre mortalité auparavant, mais réaliser que sa vie est sur le point de s'achever est absolument terrifiant. Il n'a plus rien à quoi se raccrocher, alors Garou s'effondre complètement et implore le pardon. Il crie qu'il n'avait pas d'autre choix que de suivre les ordres de la Fédération et dit qu'il n'a jamais eu l'intention de faire du mal à Let. La nature lâche de Garou se révèle enfin à tout le monde lorsqu'il dit que même aujourd'hui, ce n'était pas sa faute, car il ne faisait que suivre le plan élaboré par ses hommes. Bien sûr, ces hommes soulignent que tout cela était son idée, alors Garou s'excuse simplement auprès de Let d'avoir trahi sa confiance. Il cherche désespérément quelque chose pour sauver sa vie pitoyable, alors il rappelle à Let tous les bons moments qu'ils ont passés ensemble. Garou dit qu'ils étaient autrefois amis et supplie Let de l'épargner. Garou, qui se prosterne, ressent un peu d'espoir lorsque Let lui explique qu'il souhaite en réalité obtenir certaines informations de sa part. Let veut savoir tout ce que Garou sait sur les maestros, mais malheureusement, Garou n'en sait pas beaucoup. Le groupe avait seulement reçu pour instruction d'en rechercher un, mais Let veut savoir pourquoi le gouvernement cherche désespérément à les trouver. Bien sûr, Garou n'en a aucune idée, alors Let exige de savoir pourquoi la concorde des tribus a quand même essayé de le tuer après avoir découvert qu'il n'était pas un maestro. Garou ne le sait pas non plus,
et il admet simplement ne rien savoir. Lett se demande si l'un de ces hommes sait quelque chose, et ils répondent tous que oui. Malheureusement pour eux, Mei a le pouvoir de détecter quand les gens mentent, alors elle les découpe tous en morceaux. Elle déclare que quiconque tente de tromper son maître sera envoyé dans l'au-delà, alors elle dit à Garou de choisir ses mots avec soin. Garou hurle de terreur en voyant tous ces hommes anéantis en un instant, et Lett révèle qu'il n'a plus qu'une seule question à poser. Lett a montré à Garou ce dont lui et Mei sont capables, et il veut connaître l'avis de Garou. S'il devait entrer en guerre contre le monde entier, Garou pense-t-il qu'il pourrait gagner? Garou a toujours été fier de sa perspicacité et de son instinct, et Lett se demande ce qu'ils lui disent à propos de cette guerre qu'il veut déclencher. Lett lui rappelle que Mei possède l'œil de la vérité qui peut tout voir, et il avertit Garou de ne pas mentir. Garou craint que sa réponse ne lui coûte la vie, mais comme celle-ci est de toute façon en danger, il se souille. N'ayant plus d'ego pour alimenter son arrogance, Garou choisit ses mots avec beaucoup plus de prudence. Il dit que, compte tenu de l'immense pouvoir dont dispose Lett, il est certain que la bataille tournerait à l'avantage de Lett dès le début. Cependant, quel que soit le niveau de Lett, il n'est qu'une seule personne. Les différentes nations du monde ont passé de nombreuses années à stocker des armes, des armures et des objets spéciaux. Leurs armées sont vastes et leur puissance combinée est incommensurable. Garou dit qu'une fois qu'elles se seront toutes ralliées contre Lett, même lui aura du mal à gagner. Lett est étonnamment satisfait de cette réponse, car c'était exactement ce qu'il supposait de toute façon. Une seule personne ne peut pas tout faire sur le champ de bataille, c'est donc logique. Lett révèle qu'il a en fait une autre question, mais qu'elle peut attendre après leur téléportation. Lett utilise alors une carte de téléportation pour les ramener à son château. Garou n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve, mais il est plus choqué qu'il ne l'a jamais été de toute sa vie lorsqu'il voit ce que Lett lui réserve. Lett l'a amené dans sa salle du trône, où une immense armée s'étend à perte de vue devant lui, attendant ses ordres. Lett fait un seul pas, et toute l'armée s'agenouille devant son maître. Garou est choqué par l'ampleur de la suprématie de Lett, car le poids du véritable pouvoir de Lett finit par écraser ce qui lui restait de raison. Lett prend place et ordonne à tout le monde de se lever afin qu'ils puissent afficher leurs statistiques. Son armée apparemment infinie de guerriers uniques obéit à son ordre sans hésiter, et une mer de chiffres envahit la pièce. Chacun des guerriers de Lett se distingue par une présence unique, leur niveau atteignant plusieurs milliers, une collection d'êtres si distincts en apparence que chacun d'entre eux ressemble davantage à une légende qu'à un soldat. Même les plus faibles d'entre eux ont un niveau supérieur à 1000, tandis que certains des plus forts sont de véritables bêtes mythiques, atteignant des niveaux aussi élevés que 9000. Au sommet se trouvent les guerriers d'élite de Lett, qui ont tous atteint le niveau maximum de 9999. Lett explique à Garou que ce sont les forces qu'il a rassemblées au cours des 3 dernières années. À cet instant, l'expression de Garou incarne le désespoir pur, la prise de conscience qu'il se trouve face à un pouvoir bien au-delà de tout ce que son esprit pourrait jamais comprendre. Lett s'apprêtait à lui demander à nouveau quelles étaient ses chances de gagner une guerre contre le monde entier, mais le visage de Garou lui avait déjà révélé ce qu'il voulait savoir. Lett félicite Garou, car il a mérité la récompense de languir dans une douleur et un désespoir bien pire que tout ce qu'il pouvait imaginer. La peur de Garou a vidé tout son corps de sa vie lorsqu'il réalise que lui et les autres sont responsables d'avoir donné naissance à cette monstruosité maudite qu'est Lett. Lett pourrait mettre fin au monde en un clin d'œil, et tous ceux qui ne sont pas de son côté sont condamnés. L'esprit de Garou s'est effondré après avoir été témoin de ce à quoi ressemble vraiment un pouvoir insondable, et tout ce qu'il peut faire, c'est appeler Lett le seigneur de la destruction. Garou peut à peine parler à ce stade, alors qu'il lutte pour faire sortir les mots de sa bouche, et il parvient tout juste à demander à Lett s'il essaie de devenir un dieu. Lett admet que cela lui plaît, d'autant plus que cela correspond à ses objectifs. Quelqu'un lui cache la vérité, et il ne connaît pas ses intentions. Si cette personne agit pour des raisons justes, alors Lett choisira la voie d'un dieu altruiste. Cependant, si elle agit pour des raisons néfastes, alors Lett déclare qu'il devra suivre la voie d'un monarque satanique. Le pouvoir qui lui permet de faire tout cela provient de sa seule capacité. Grâce à elle, Lett peut soit accorder des bénédictions et la fortune, soit tout noyer dans le désespoir. Le monde a une chance de prouver ce qu'il mérite en révélant simplement la vérité qu'il cache. Le plan de Lett pour l'avenir est déjà en marche, il annonce donc à son armée qu'il est temps de commencer leur marche depuis les abysses vers la surface, hors des ténèbres et vers la lumière. Merci d'avoir regardé mon résumé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo.